Voilà, donc on atteint les 150. Donc écoutez, on va commencer tranquillement en attendant que les derniers petits inscrits arrivent. Et voilà, donc je commence ce webinaire, donc intitulé Comment bien s'installer à mon poste de travail. Donc bienvenue à tous. Donc ce webinaire va être animé par une partie de l'équipe d'Ergonome, un petit trio aujourd'hui qui va vous accompagner. Donc moi-même, Christelle Collinet-Grossin, Sarah Collot et Julia Olivier. Ce webinaire va comporter différentes parties. Une première, quelques généralités. La seconde partie, qui est sûrement la partie qui vous intéresse particulièrement aujourd'hui, l'installation au poste de travail. Donc, dans cette partie sera détaillée l'installation à son poste de travail en entreprise, mais également des astuces pour s'installer à son domicile en cette période de télétravail un peu prolongée et un peu plus fréquente qu'habituellement. Nous allons également aborder la fatigue visuelle. Alors, dans cette troisième partie, on va aborder la prévention de la fatigue visuelle, mais elle sera également aussi abordée un petit peu dans les généralités. Et nous terminerons avec une conclusion et également avec un petit sondage qui vous sera proposé sur des thématiques que vous souhaiteriez aborder un peu plus de manière approfondie. Alors, sachez que cette présentation, vous pourrez la trouver sur notre site internet d'ici quelques jours et donc également le replay sera en ligne. Au niveau de l'interface, vous avez l'onglet chat ou converser qui vous permettra de poser des questions tout au long de la présentation. Donc, chacune de nous trois pourra y apporter des réponses. Sachez juste que ces réponses ne vous seront pas transmises. Donc, ce sera à vous de les conserver individuellement pour conserver la question. Bien entendu, cette présentation se veut préventive. Malgré tout, si voilà, vous aviez des problèmes particuliers, des douleurs qui se manifestaient de façon chronique, n'hésitez pas malgré tout à contacter votre médecin du travail qui reste votre interlocuteur privilégié dans ces situations. Alors, on va démarrer avec ces fameuses petites généralités. Alors, pour démarrer, en fait, on parle de l'installation au poste de travail sur écran et du travail sur écran en général parce que ce dernier peut engendrer deux types de troubles. Des gènes au niveau des yeux, donc la fatigue visuelle, qu'on détaillera un petit peu dans la diapo suivante, ainsi que des troubles musculo-squelettiques. Et en fait, comme on peut le voir sur notre visuel, hein, une posture, une installation qui ne sera pas dans les respects des recommandations en ergonomie pourra engendrer des douleurs, des postures contraignantes, surtout si elles sont maintenues sur de longues durées. Donc voilà, ce qui va être important ici, l'enjeu de cette sensibilisation, c'est d'être dans un objectif de préservation de sa santé. Alors, la première thématique, la fatigue visuelle. Il peut y avoir plusieurs facteurs de risque. Votre environnement, au niveau de votre environnement de travail, par exemple le positionnement de votre bureau. Si vous êtes plutôt face aux fenêtres ou dos à la fenêtre, ça peut générer des reflets, des éblouissements sur votre écran. Si vous avez des mauvais réglages de votre contraste ou de votre luminosité par rapport à l'environnement ambiant, le fait d'avoir une ambiance lumineuse non homogène, c'est le cas notamment lorsque l'on travaille parfois avec juste une petite lampe d'appoint dans un environnement de travail peu éclairé, et aussi si l'air est trop sec dans les locaux. Au niveau de l'organisation du travail, voilà, on sait qu'une utilisation supérieure à 4 heures va être plus génératrice d'apparition de la fatigue visuelle. Le fait de ne pas prendre des pauses régulièrement aussi va engendrer de la fatigue visuelle. Et si vous travaillez uniquement sur un support unique, par exemple que de l'écran ou que du papier, le fait de ne pas cligner des yeux lorsque l'on passe d'un support à l'autre, va aussi générer de la fatigue visuelle.
Et alors après, il y a des facteurs individuels, hein, si vous avez une correction visuelle qui est mal corrigée ou pas du tout corrigée. On a parfois tendance que, à partir du moment où on travaille sur écran, ça a une incidence sur sa correction visuelle ou sur son acuité visuelle. Et souvent, le travail sur écran révèle une correction visuelle qui a été mal corrigée ou qui n'a pas été corrigée. Donc, c'est vrai que vous vous rendez compte, vous allez chez l'ophtalmo, il vous dit bah oui, votre vue a baissé, mais en fait, ça a été générateur de cette problématique en fait qui n'était pas prise en charge jusqu'à présent. Alors, au niveau des manifestations possibles, comment vous reconnaître si vous avez de la fatigue visuelle? Si vous ressentez des rougeurs, des picotements, des maux de tête et une sécheresse oculaire. Donc, toutes ces manifestations peuvent être dues à chacun ou à un ensemble des facteurs de risque qui ont été évoqués. Et généralement, ces manifestations disparaissent le repos, donc soit le soir ou pendant le week-end. Donc, je vous présenterai un petit peu plus tard des moyens de prévention pour prévenir et limiter la fatigue visuelle. Ensuite, l'autre trouble lié au travail sur écran, ce sont les troubles musculo-squelettiques. Donc, on en entend souvent parler, notamment liés au travail sur écran. Donc, les troubles musculo-squelettiques, ce sont des pathologies. Et ces pathologies, elles vont affecter les différents tissus mous à la périphérie des articulations. Donc, sur le visuel de gauche, vous voyez qu'on va retrouver ça au niveau donc, des cervicales, tout ce qui va être au niveau du poignet, également du dos, des lombaires. Les membres inférieurs également, genoux, mais moins prépondérant quand même dans le travail sur écran. Hein, on sait bien que c'est principalement tout ce qui va concerner la colonne vertébrale et les membres supérieurs qui vont être affectés. Et en fait, ces troubles musculo-squelettiques apparaissent à partir du moment où il y a un déséquilibre entre votre capacité fonctionnelle et les exigences du travail. Et ce qu'on sait, c'est qu'une mauvaise adaptation de votre poste de travail, il peut entraîner de la fatigue, de la gêne, des douleurs qui peuvent à terme aller jusqu'à l'apparition de TMS. Et dans cette sensibilisation, on va justement axer sur l'adaptation du poste. Les facteurs de risque des troubles musculo-squelettiques, ils sont multifactoriels. Donc, on peut retrouver des facteurs organisationnels, le fait de réaliser des tâches monotones, d'avoir des délais assez courts, des marges de manœuvre restreintes également, le fait de devoir de réaliser des dossiers un peu dans l'urgence au dernier moment, sont à un risque d'apparition de troubles musculo-squelettiques parce que lorsque l'on va faire ça, on est stressé, on va être plus contracté quand on va saisir sur le clavier, utiliser la souris, donc ça va être générateur de tension. Et si ces délais courts ou ces urgences sont fréquentes, le corps n'a pas suffisamment de temps pour récupérer. On va associer à ça retrouver des facteurs biomécaniques. Donc, la posture statique, par exemple, la posture assise au travail est une posture statique qui en soi va être génératrice d'inconfort. La répétitivité du geste, le fait de cliquer très souvent dans des intervalles courts très fréquents à la souris, par exemple. Des amplitudes articulaires extrêmes. Donc ça, mes collègues vous le détailleront un petit peu plus loin. Mais voilà, le fait d'avoir des extensions au niveau des bras, tout ça, ça peut être générateur de tension. Les facteurs environnementaux, donc l'ambiance thermique, sonore ou lumineuse, peuvent également être un des facteurs d'apparition des troubles musculo-squelettiques. Par exemple, l'ambiance lumineuse, si justement vous êtes dans une ambiance qui n'est pas suffisamment éclairée, on peut avoir tendance à s'approcher du clavier pour bien voir ou de l'écran, ce qui fait qu'on n'est pas dans une posture confortable. À cela, on va également retrouver parfois des facteurs individuels tels que le handicap, le poids, la taille. Et donc, comme vous le voyez, dans toutes ces petites bulles, tous ces facteurs un petit peu sont multifactoriels. Aujourd'hui, on ne va pas vous demander d'intervenir sur chacun des facteurs, mais nous, cette sensibilisation, on va justement essayer d'intervenir plutôt sur le facteur biomécanique en vous expliquant et en vous déroulant un petit peu les étapes de l'installation à son poste de travail. Donc, je laisse la main à
Oui, À Sarah. excusez-moi. Voilà, Donc, pas de souci. À toi, Sarah. alors bonjour à tous. Du coup, effectivement, on va détailler un petit peu comment on s'installe à son poste. On va d'abord voir dans un premier temps comment s'installer à son poste sur site, donc à notre bureau habituel. Et puis, on aura quelques astuces pour le travail à domicile. Alors, quand on est sur site, du coup, il faut préférer une installation du plan de travail plutôt perpendiculaire aux fenêtres, simplement pour éviter d'avoir des reflets sur l'écran ou un éblouissement au niveau des yeux et du coup de générer de la fatigue visuelle. Il faut garantir également des axes de passage de 80 centimètres minimum entre le bureau et les parois latérales ou d'autres bureaux dans l'espace. Assurer un dégagement derrière les postes de travail pour avoir suffisamment de recul par rapport au siège de travail et 1,80 m si des personnes doivent passer derrière les postes. Éviter les postes dos à la porte, déjà parce que c'est pas confortable, hein, on va pas se mentir, mais aussi parce que, quand, on est dos à la porte et qu'on sent, du passage ou quelqu'un arriver, on va avoir tendance à regarder et du coup, on peut générer de mauvaises postures en se retournant de manière un petit peu approximative. Après, on va éviter également l'implantation des postes face et collés à un mur. Déjà parce que ce n'est pas agréable non plus, mais aussi parce que l'idée, c'est de pouvoir reposer les muscles oculaires en regardant au loin de temps en temps. Et face à un mur, c'est plus compliqué. Donc voilà, tout ça pour ajuster. Alors après, on va ajuster toutes ces recommandations en fonction aussi de l'activité, de l'exposition aussi du bureau par rapport au soleil. Si ce n'est pas possible par exemple, être perpendiculaire à la fenêtre, dans ce cas-là, on va avoir tendance à ajouter des stores au niveau de celle-ci et plutôt des stores vénitiens, donc à lamelles horizontales, qui permettent de maîtriser le mieux l'apport de lumière naturelle. Alors, après, on passe du coup, on a installé le plan de travail dans l'environnement. Ce qu'on doit regarder maintenant, c'est le siège et en l'occurrence, les réglages du siège. Donc, on, on voit sur les illustrations que sur le schéma de gauche, la salariée est assise un peu trop basse et au contraire sur le schéma de droite un peu trop haute. Et comment on le voit? On le voit par rapport à ses membres supérieurs. Donc, on voit par exemple que son coude est soit en dessous du niveau du plan de travail, soit au-dessus, avec des appuis marqués du coup au niveau des poignets et des contraintes qui peuvent être remarquées du coup au niveau des épaules, des coudes et des poignets. Et puis, on va aussi le voir par rapport aux membres inférieurs, puisqu'on voit que les genoux sont soit au-dessus, soit en dessous du niveau du bassin. Et puis, alors là, ce n'est pas flagrant sur les images, mais du coup, quand on est alors soit assis trop haut, soit de petite taille, on peut aussi avoir les pieds dans le vide ou devoir s'avancer sur son siège pour avoir les pieds à plat au sol. Alors concrètement, ce qu'on va chercher à faire, c'est s'installer comme cette posture de référence qu'on voit à l'image. Concrètement, c'est le dos droit en contact avec le dossier, les membres supérieurs à 90 degrés par rapport au plan de travail et les membres inférieurs à 90 degrés également. Donc, on imagine qu'on a un poste de travail fixe et qu'on va devoir s'installer à son poste. Comment on fait ce réglage-là? On va d'abord penser en fait à bien positionner les membres supérieurs. Donc, on va régler la hauteur du siège par rapport à cet angle-là de 90 degrés des bras. Quand on a des accoudoirs, du coup, alors, petite précision, quand on a un plan de travail droit, c'est important d'avoir des accoudoirs ou alors il faut vraiment s'avancer pour poser les avant-bras le plus possible sur le plan de travail parce que sinon, ce sont nos épaules pardon, qui vont supporter le poids de nos bras. Donc, on a besoin d'accoudoirs qui peuvent arriver, du coup, qui sont réglables et qui peuvent être dans le prolongement du plan de travail. Après, on va avoir on peut avoir aussi la profondeur d'assise qui va nous permettre justement de régler en fait l'assise par rapport à nos membres inférieurs. C'est-à-dire que normalement, derrière
les genoux, on doit avoir un espace de 3-4 doigts à peu près. C'est un repère que je vous donne pour permettre une bonne circulation sanguine. Au niveau on peut avoir aussi des réglages au niveau de la hauteur et de l'inclinaison. C'est vrai qu'un maintien plutôt ferme va permettre de maintenir une posture bien droite. Maintenant, si vous avez la possibilité d'avoir un dossier qui suit vos mouvements, c'est bien aussi. En tous les cas, ce qu'il faut quand même retenir, c'est que bon, sur le schéma, la personne a l'air un tout petit peu figée quand même. Donc, on retient cette posture comme étant celle de référence. Mais il ne faut pas oublier que pendant la journée, de toute façon, on va bouger. On est des êtres mobiles, donc on va changer de posture. Mais simplement, quand on sent qu'on est mal installé et que voilà, il faudrait qu'on se remette assis correctement, on a la posture de référence en tête pour pouvoir bien se réinstaller. Alors, au niveau de l'installation à domicile, en fait, dans tout ce qu'on va essayer, enfin, dans tous les différents paramètres, en fait, on va essayer de retrouver une configuration qui ressemble le plus possible à celle du bureau. Donc, on va faire le choix d'un environnement, d'un espace de travail le plus calme possible, avec des sources sonores limitées à proximité, une pièce plutôt bien éclairée, avec une vue sur l'extérieur si possible, et un local correctement tempéré. C'est vrai qu'à la maison, on a quand même plus de latitude, que ce soit sur l'éclairage ou sur la température, par exemple, qu'au bureau, donc il faut en profiter. Après, on n'a pas forcément toujours le choix de l'espace, mais en tous les cas, quand c'est possible, voilà les petits repères qu'il faut avoir. Alors ensuite, une fois qu'on a, fait le choix de l'espace, il faut aussi, pouvoir, si possible, choisir l'emplacement même du plan de travail. Alors par rapport à la lumière, on va essayer de rester perpendiculaire si on a un apport de lumière, naturelle important. On peut se servir des volets, des stores et des rideaux pour pouvoir maîtriser un petit peu l'apport, de lumière naturelle. On va éviter également de se placer, de placer l'écran contre un mur pour les mêmes raisons que pour le bureau. Et quand, on fait le choix du plan de travail, si on a un choix possible, on va préférer, un plan de travail qui va, au moins, avoir, des dimensions, minimales de 80 centimètres de profondeur et de 120 centimètres de largeur. Après, il va falloir aussi avoir un espace, suffisant de recul en fait, une distance suffisante entre soi et l'écran, pour, la fatigue visuelle, mais aussi pour pouvoir placer des documents papier, au besoin. On va préférer un plan de travail mat pour éviter les reflets et puis il va falloir trouver la bonne association plan de travail et chaise, parce que souvent on n'a pas de siège de travail au bureau. Quand c'est possible, c'est très bien, mais souvent c'est plutôt table de salle à manger et chaise de salle à manger. Donc il y a une bonne association à trouver pour être à bonne hauteur. Alors ensuite, au niveau du siège, justement, comme je vous le disais, il y a l'association à trouver. Alors dans le but, du coup, d'obtenir, ce qu'on s'est dit tout à l'heure par rapport au bureau, c'est-à-dire la bonne hauteur par rapport aux membres supérieurs, avoir un angle de 90°. Donc sur souvent les chaises de salle à manger sont plus basses en fait, beaucoup plus basses en fait et ne nous permettent pas d'être à 90. Donc il y aura peut-être besoin d'ajouter un coussin ou quelque chose pour, se remettre à hauteur et avoir les bras, bien positionnés sur le plan de travail choisi. Après, si vous pouvez choisir une chaise avec pas trop profonde, parce que souvent aussi c'est le problème, c'est mieux. Si toutefois vous n'avez pas le choix, vous pouvez là aussi rajouter, un coussin au niveau du dossier et puis éviter par contre les assises atypiques, type, marchepied, tabouret, voire sous en continu. On pourra en reparler si vous voulez, à la fin lors du petit sondage. En tout cas, quelques astuces. Si vous n'avez pas d'accoudoir, reposez du coup à peu près la moitié des avant-bras directement sur le plan de travail pour qu'il soit bien maintenu. Comme je vous disais, hein, il y a cette association chaise-table à trouver.
Des coussins, ça peut faire l'affaire. Après, si vous travaillez directement sur ordinateur portable, du coup, il va falloir rehausser la hauteur de l'écran de l'ordinateur portable, mais on en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Et vous pouvez le faire avec des livres, une boîte à chaussures, un carton, ce que vous voulez. Mais en tous les cas, relever la hauteur de l'écran de l'ordinateur portable pour ne pas solliciter les cervicales. Et par contre, avoir un clavier et une souris dissociés, puisque vous ne pourrez plus utiliser le clavier de l'ordinateur portable. Après, si vous êtes alors soit trop, un peu haut du coup et que vous n'avez plus les pieds à plat au sol, n'hésitez pas là aussi à vous bricoler un repose-pied avec des livres, un carton, un marchepied, du coup, ça marche. Et puis, pourquoi pas, alterner les positions aussi et travailler debout de temps en temps. Ça peut être sur un plan de travail haut, type plan de travail de cuisine, ou si vous avez une bibliothèque mi-hauteur, ça peut marcher aussi et ça peut vous permettre de changer de posture, d'alterner un peu, de bouger aussi. Donc, il ne faut pas hésiter, mais on en reparlera quand même tout à l'heure. Alors, si vous n'avez pas d'autre choix que de travailler sur votre canapé, ça peut être le cas aussi. Alors, ce qu'il faut avoir comme point de vigilance, c'est le dos. Donc, il faut qu'il soit bien soutenu. Donc, n'hésitez pas à ajouter des coussins entre le dossier du canapé et vous. C'est vrai que très, très souvent, les canapés sont profonds, donc n'hésitez pas à ajouter des coussins. Ajoutez également des coussins, pourquoi pas, sous vos avant-bras pour les soutenir et pour qu'ils soient bien à la même hauteur et qu'ils forment bien un angle droit. Bien poser les pieds à plat au sol et puis éviter la tête penchée vers l'avant. Alors c'est sûr que ça peut être compliqué parce que souvent quand on est sur le canapé, c'est qu'on est directement sur l'ordinateur portable. Mais si vous pouvez peut-être mettre votre ordinateur portable sur une table basse avec l'écran rehaussé et avoir un clavier et un clavier non filaire et une souris sur un petit plateau par exemple, pourquoi pas? Ça peut vous soulager aussi et vous permettre d'être moins en tension. Et par contre, il faut être vigilant pour le coup sur le fait de multiplier les pauses et les étirements parce que c'est vraiment important, d'autant plus quand on travaille dans son canapé toute la journée. Alors, en résumé, comme je vous le disais tout au début, ce qu'on va chercher à faire, en fait, c'est retrouver la même configuration qu'au bureau, que ce soit au bureau ou à domicile. Donc, la posture de référence avec le dos droit en contact avec le dossier directement ou en contact avec un dossier avec un coussin, pardon, entre nous et le dossier. Les avant-bras au repos, pardon, sur le plan de travail. L'écran à bonne hauteur, on le détaillera tout à l'heure. Et puis, les pieds posés à plat au sol ou sur un repose-pied, bricolé ou non, mais en tout cas à plat aussi. Voilà. Je laisse la parole à Julia, du coup. Merci Sarah. Alors, on va continuer maintenant qu'on s'est installé a priori soit de manière optimale parce qu'on a tout le matériel disponible de mobilier, soit en tout cas en trouvant les meilleurs compromis possibles au niveau du plan de travail et du siège. Maintenant, et le reste, qu'est-ce qu'on en fait? Et on voit qu'il y a déjà des questions sur l'ordinateur portable. On va en parler. Je vais commencer déjà par donner les grandes recommandations et après, il y aura un zoom sur l'ordinateur portable puisque aujourd'hui, en télétravail, ça concerne quasi tout le monde. Donc, ne vous inquiétez pas. Au niveau de la hauteur de l'écran, l'idée, c'est que là, on voit sur ces deux illustrations à gauche des situations où l'écran est soit trop bas, soit trop haut et où, du coup, ça va générer potentiellement des contraintes au niveau du cou. Puisque la zone où le cou n'est pas en contrainte, c'est la première illustration. Alors, c'est à droite l'illustration de la dame qui regarde de manière qui a la tête droite. Là, on voit l'angle qui est plutôt confortable. Et ensuite, la dame de droite, elle a donc soit quand on penche la tête vers l'arrière, soit quand on penche la tête vers l'avant. C'est là où on exerce une grosse contrainte au niveau du cou.
Pour vous donner une idée, la tête, elle pèse, la tête pèse à peu près 4,5-5,5 kg. Et dès qu'on va pencher la tête vers l'avant, ça va jusqu'à doubler et voire plus le poids qui est porté par le cou. Pour vous donner donc cette idée. Donc, le fait d'avoir un écran trop bas ou trop haut va générer vraiment une sollicitation accrue des cervicales, ce qui est dommageable, surtout quand on est sur une durée de travail intensive avec l'écran. Ensuite, donc je vais donner les recommandations. Il y a 3 éléments à avoir en tête. Où est-ce que je positionne l'écran par rapport à moi, la hauteur de l'écran et la distance auquel il est, en tout cas la distance œil-écran. Première chose, c'est qu'on va essayer de placer, là dans le cas où on a un seul écran, l'écran face à soi. L'idée, c'est de limiter les torsions au niveau du cou qui seraient finalement évitables, ou alors une position en permanence en torsion décalée sur le côté. Le corps, il aime quand il y a de la symétrie. Le corps aime des sollicitations plutôt similaires d'un côté et de l'autre. Donc, vraiment, on va essayer de le mettre face à soi. Deuxième chose, la hauteur. Justement pour éviter des sollicitations excessives au niveau du cou, que ce soit en regardant trop vers le haut ou trop vers le bas, on va prendre un repère, c'est donc le haut de l'écran, le bord supérieur de l'écran qui va arriver au niveau de ma ligne de vision. D'accord ? Pas au-dessus ni en dessous. Attention, c'est le cas pour tout le monde, sauf les personnes qui ont des verres progressifs, où là, le cas des verres progressifs, ça va être, il va falloir régler l'écran sûrement plus bas que cette recommandation, puisque sur les verres, ça va être la partie basse du verre qui a la correction de la vision de près. Et donc, si jamais on est trop haut, on aura tendance à être tout le temps avec une extension du cou. Donc, attention. Et là, il n'y aura que vous qui pourrez savoir par rapport à votre correction ce qui convient. Mais dans tous les autres cas, l'illustration à gauche synthétise bien les choses. Et enfin, au niveau de la distance qu'on va choisir, l'idée, c'est d'avoir un écran à peu près entre 50 et 70 cm de soi. Une astuce pour le compter, en tout cas pour avoir un ordre d'idée général, c'est la longueur du bras. On voit la petite illustration à droite avec la personne qui tend le bras vers l'écran. L'écran doit à peu près effleurer les doigts. Petite nuance, c'est si jamais vous avez des grands écrans, peut-être qu'il sera nécessaire d'avoir un peu plus de recul, mais sinon, c'est quand même la recommandation à avoir en tête. Alors, ensuite, au niveau des réglages de l'écran, il y a aussi d'autres éléments à avoir en tête. Ça va être de bien régler la luminosité et le contraste de vos écrans. Donc ça, il faut aller dans les paramètres soit de l'écran, soit de l'ordinateur. L'idée, en fait, c'est d'avoir une homogénéité dans toutes vos sources lumineuses dans la pièce et donc aussi sur l'ordinateur. Donc, on va chercher à adapter cette intensité à ce qui se passe, en fait. Si on a pour vous donner un ordre d'idée, l'idée, c'est qu'on va éviter les contrastes très importants, des zones très, très éclairées et une autre zone peu éclairée dans la même pièce. Ça va être source de fatigue visuelle. Donc, vraiment, l'idée, c'est d'essayer de trouver le réglage qui fait que c'est le plus harmonieux dans votre espace. On va aussi chercher à privilégier un contraste positif plutôt qu'un contraste négatif. Alors, c'est finalement ce qu'on voit là sur cette présentation, un fond très clair avec des caractères sombres. C'est ce qui est le moins sollicitant visuellement. Ensuite, il y a aussi les résolutions maximum supportées par l'écran. Donc, plus la résolution elle est importante, mieux ce sera. On en parlera après, mais quand on a 2 écrans, plus ça se ressemblera, mieux ce sera au niveau de la résolution et aussi du contraste et de la luminosité. D'autres petites astuces pour éviter de se pencher en avant quand on a une information qui est trop petite, caractère trop petit. Pensez que vous pouvez aussi zoomer et donc agrandir le texte sur certains logiciels. D'autres, ce n'est pas possible, mais en tout cas pour ceux où c'est possible, ça peut être intéressant pour éviter les contraintes posturales associées.
Et puis, n'hésitez pas aussi à dépoussiérer l'écran régulièrement pour une meilleure visibilité, en tout cas un meilleur confort visuel sur l'écran. Ensuite, on va parler des périphériques. Là, on a vu l'écran. Les périphériques, ça va concerner donc le clavier qui doit être positionné là aussi face à soi. Hein. Comme pour l'écran, on va chercher à avoir une ligne en face de soi. À plat, on évite de mettre les petits taquets derrière le clavier qui vont peut-être augmenter un peu l'angle de travail du poignet, ce qui est quand même à éviter. Environ à 10-15 cm du plan de travail, finalement, c'est normalement dans la zone un peu naturelle quand on laisse nos bras se poser sur le plan de travail, et des mains qui sont alignées dans le prolongement des avant-bras. Donc, on va éviter ce type d'action au niveau du poignet. On voit sur les petites illustrations, c'est assez parlant. Et pour la souris également, dans le prolongement du clavier, on va chercher en tout cas à l'avoir le plus près du clavier pour éviter aussi des amplitudes de mouvement très importantes. Plus la souris est loin, plus en fait on va solliciter l'épaule sans vraiment s'en rendre compte. Voilà pour les périphériques. Au niveau du téléphone, l'idée c'est qu'il faut qu'il soit positionné dans la main, du côté de la main non dominante. Alors, juste je nuance tout ça, c'est si jamais vous l'utilisez souvent, le téléphone filaire. Là, il faudra, en tout cas, il est conseillé de positionner de manière contre-intuitive le téléphone à l'inverse de sa main dominante pour que ça limite la gêne du fil du téléphone et que ça limite. L'idée aussi, c'est de limiter les postures contraignantes du combiné qu'on va coincer alors qu'on pourrait tenir avec la main gauche en utilisant la souris, par exemple. Moi, par exemple, je suis droitière et donc l'idée, c'est de mettre le téléphone sur ma gauche. Et puis, l'emplacement, on va essayer de le positionner à un endroit, si on l'utilise souvent, assez proche de soi, pour éviter d'aller à chaque fois faire un geste contraignant pour l'épaule dès qu'on répond et on raccroche le téléphone. Là aussi, ça vous concerne d'autant plus si jamais vous l'utilisez très souvent. Si ce n'est pas le cas, finalement, ça aura moins d'impact sur votre santé. Et puis, l'utilisation de casques et d'écouteurs ou de fonctions haut-parleurs, ça permet d'avoir les mains libres pour faire autre chose. Ça permet d'éviter de coincer le téléphone entre l'épaule et l'oreille. Et puis, ça, on en reparlera si jamais vous êtes intéressé pour parler de la sédentarité tout à l'heure, mais être mobile, se déplacer, l'idée, c'est qu'on peut aussi profiter des appels quand on n'a pas besoin de prendre de notes pour se lever et bouger et recréer du mouvement là où on a vu tout à l'heure, finalement, le fait de rester assis toute la journée, même dans la meilleure des positions, ne sera pas suffisant en termes de prévention et qu'il faut vraiment essayer de retrouver du mouvement dans toute notre journée de travail, malgré le télétravail et malgré cette activité très sédentaire. Donc, l'ordinateur portable. Donc, il y a quelqu'un qui a posé la bonne question en disant oui, mais du coup, je ne peux pas régler la hauteur de l'écran vu que j'ai le clavier qui est avec. C'est ça le problème, c'est qu'on a tout qui est tout est solidaire, l'écran et le clavier et la souris. Et donc, d'accord, c'est transportable, ça nous permet justement de l'emmener chez soi ou ailleurs, mais on ne pourra pas régler ni la hauteur de l'écran, ni la distance œil-écran. Si jamais on règle la distance œil-écran, on aura un clavier qui sera trop loin. Donc, en fait, ça ne permet pas de répondre aux recommandations existantes et surtout, ça va générer des sollicitations importantes au niveau du dos, au niveau du cou. On voit sur l'illustration à gauche que la personne est recroquevillée. En fait, on va être toute la journée vers l'avant et là, du coup, les cervicales vont être très, très sollicitées. Du coup, les recommandations qui existent. On va essayer de retrouver les mêmes recommandations. Face à soi, bord supérieur au niveau des yeux et à 50-70 cm des yeux. Comment on fait? Parce qu'en fait, on ne pourra pas le faire sans matériel complémentaire. Ce n'est pas possible. Soit on a la possibilité d'avoir un écran additionnel et un clavier, une souris additionnelle également.
Dans tous les cas de mer, il faut un clavier et une souris additionnelle. C'est vraiment à minima, c'est le minimum qui pourra nous permettre de trouver des solutions alternatives en télétravail. Dans l'idéal, vous pouvez avoir un écran additionnel et donc vous travaillez surtout sur votre écran additionnel. Vous avez un clavier et une souris et donc là, on va pouvoir faire tous les réglages et respecter les recommandations et ne pas être dans une situation avec des amplitudes articulaires trop importantes. Ou alors, on a un support pour l'ordinateur portable. Alors, il existe des supports qui se règlent, mais en télétravail, en situation exceptionnelle, si par exemple derrière le confinement, vous n'avez pas vocation à rester en télétravail, vous pouvez aussi, en ayant un clavier et une souris additionnelle, c'est vraiment le principe de base, vous pourrez le rehausser, vous pouvez rehausser l'ordinateur portable avec une boîte à chaussures, avec des livres, pour atteindre cette recommandation de hauteur. Et donc là, vous serez quand même bien mieux installé que juste avec l'ordinateur portable. J'ai parlé donc là des recommandations jusqu'à présent qu'avec un seul écran. Il y a peut-être certains d'entre vous qui utilisent plusieurs écrans. Si jamais vous utilisez deux écrans différents, la première question à se poser, c'est est-ce que je les utilise autant l'un que l'autre? Parce que ça aura un impact sur le positionnement qu'on va choisir des deux écrans. Quel que soit, d'ailleurs, je vais même je vais commencer par le cas général. Quelle que soit la situation, vous devrez les régler à la même hauteur, à la même distance. Attention aussi aux différents contrastes et luminosités qu'on va essayer d'homogénéiser. Ça, c'est pour toutes les situations. Ensuite, si jamais on utilise les deux autant l'un que l'autre, en simultané, on va les mettre en livre ouvert, comme on voit l'illustration qui est en haut. Donc, on va les positionner devant soi avec, en tout cas, la séparation des deux écrans devant soi. Et donc, là, c'est pour répartir la charge au niveau des cervicales et de regarder autant à gauche et à droite pendant toute la journée. Et si jamais, à l'inverse, vous avez un écran principal que vous utilisez à 90% du temps et l'autre à 10% pour regarder de temps en temps les mails qui arrivent ou pour certaines actions, mettez celui qui est le plus utilisé devant vous, comme un écran unique, en tout cas l'écran principal, et l'autre écran, vous le mettez soit à gauche, soit à droite. Ça dépend de votre organisation sur votre plan de travail. Et ça permettra vraiment de répartir là aussi les contraintes. C'est-à-dire que comme on a 90% d'usage sur l'écran principal, on va surtout regarder face à soi et donc ne pas générer des contraintes supplémentaires au niveau du coût. Voilà pour les deux écrans. Enfin, si jamais vous avez des documents papier en plus de votre ordinateur, il peut être intéressant, en tout cas, ça peut générer des contraintes parce qu'on va placer des fois, du coup, les documents devant le clavier. Donc, en fait, on va reculer le clavier et donc on ne respectera pas les recommandations. On va utiliser le clavier en étant penché en avant, en ayant les bras tendus. Ou alors, on aura les documents sur le côté. Donc, toute la journée, on va faire des va-et-vient où on va être en torsion au niveau du dos. Donc là, l'idée, ça va être de réfléchir à son usage du document papier. Par exemple, si vous avez fait de la saisie, il sera intéressant de placer les documents entre le clavier et l'ordinateur pour que ça soit dans le champ de vision, donc éviter les torsions, et que ça soit aussi plus proche de votre œil. Donc, en termes de confort visuel, ce sera plus agréable. Donc voilà, pour les documents papier, en tout cas, petit point de vigilance au niveau de l'installation. Je laisse la parole à Christelle. Merci Julia. Donc, par rapport à la fatigue visuelle, donc tout à l'heure, je vous ai présenté les symptômes de la fatigue visuelle et donc généralement, ces symptômes disparaissent avec du repos. Donc là, on va plutôt aborder des moyens de prévention, des conseils. Donc, ce qui va être important pour limiter cette fatigue visuelle, c'est de veiller à ce que l'éclairage de la pièce soit uniforme et homogène. Alors, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que bien souvent, on a tendance à vouloir se dire que l'éclairement naturel va suffire pour éclairer son poste de travail. Sauf que c'est un petit peu une idée fausse. On aura besoin d'un éclairement artificiel plafonnier pour justement avoir cette homogénéité au niveau de l'éclairement et cette uniformité. L'éclairement naturel, il est variable sur la journée de travail, hein, on le voit bien en ce moment.
moment. La nuit tombe plus vite. Il peut y avoir aussi, ça va être plus sombre. Donc voilà, donc ça va être important d'utiliser des points lumineux. Donc quand on est en entreprise, les éclairages plafonniers, et quand vous êtes à la maison, essayez d'avoir différentes lampes d'appoint allumées malgré tout. On va chercher également à éviter les reflets et les éblouissements sur l'écran. Donc ça, comme je vous disais tout à l'heure, ça survient principalement quand on est positionné soit dos à une fenêtre ou face à une fenêtre. Donc dos à la fenêtre, on va être sujet à l'éblouissement du soleil directement. Et quand on est dos, c'est plutôt des reflets que l'on va avoir sur son écran. Donc pour y pallier, il va être nécessaire d'utiliser soit des stores, pareil quand vous êtes en entreprise. Généralement, on recommande plutôt des stores à lamelles horizontales pour varier le degré des lamelles. Et si vous êtes à la maison, plutôt dans ces cas-là, des rideaux, voire vos volets. Alors, un point qu'on oublie parfois, c'est de régler la luminosité et les contrastes de vos écrans. Donc, ça a été vu tout à l'heure on vous a un petit peu expliqué qu'il fallait que ce soit homogène aussi par rapport à l'ambiance générale de votre environnement de travail. Donc, pensez parfois aussi à régler ces deux paramètres de votre écran. Alors, le nettoyage de l'écran, c'est vrai que ça peut paraître un peu trivial, mais on se rend compte que souvent, nous, quand on intervient, on voit souvent des écrans qui sont pleins de poussière ou alors avec des traces de doigts, et ça peut gêner l'acuité visuelle pour bien voir ce qu'il y a sur notre écran. Bien souvent, le personnel de ménage n'est pas habilité à nettoyer vos écrans. Il s'occupe du plan de travail. Donc voilà, il faut avoir cette petite habitude de nettoyer soi-même son écran. Ensuite, ce qui va être important sur la journée de travail, ça va être par moment de quitter son regard de l'écran et de regarder au loin. C'est pour ça que tout à l'heure, parmi nos questions, on avait quelqu'un qui demandait si d'être parallèle au mur, c'était bien. On déconseille plutôt parce que le mur est généralement, si on se met face au mur, notamment au domicile, l'écran il va être juste devant le mur. Ce qui fait que quand vous allez détacher votre regard pour regarder au loin, là, le mur, il est quand même à quasiment la même distance que votre écran. Or là, on va chercher un point plus loin pour que l'œil ait un autre point d'accommodation. Et de faire ça aussi, ça permet, comme on regarde un point qui est plus loin, naturellement, l'œil aussi, il va se remettre à cligner et ça va redéposer du film lacrymal sur les yeux. Et ça peut prévenir la sécheresse oculaire et donc la fatigue visuelle. Et ce qu'on va conseiller également, c'est en fin de journée, essayer de faire en sorte d'avoir des activités sans écran. Donc là, on sait qu'on est très, très écran quand même, surtout peut-être un petit peu plus en ce moment. Mais bon, voilà, essayez au maximum de privilégier des activités sans écran. Alors, pour aussi faciliter le fait de peut-être parfois regarder au loin, on vous propose là un petit exercice que vous pouvez faire là, en ce moment. Donc, cet exercice consiste à fermer les yeux et puis à les rouvrir. Donc là, ça dépose du film lacrymal sur les yeux. Et on va dessiner des cercles avec ses yeux dans un sens, puis dans un autre. Donc, ça permet de le remettre en mouvement également et de limiter la fatigue visuelle parce qu'on va aussi détacher son regard pendant quelques instants de l'écran. Donc, voilà pour les conseils concernant la fatigue visuelle. Et j'ai envie de dire, voilà, pour l'ensemble des conseils qu'on pouvait vous délivrer aujourd'hui au sujet de l'installation à son poste de travail, que ce soit en entreprise et en télétravail. Donc là, avec tout ce qu'on vous a décrit, vous avez toutes les étapes nécessaires qui vous permettront, une fois que cette sensibilisation sera terminée, de vous installer comme sur le schéma que vous voyez à l'écran. Et donc, cette slide est un petit peu un mémo pour vous guider dans les étapes à mettre en œuvre lorsque vous serez en train de vous installer à votre poste de travail. Alors, pour poursuivre un petit peu, pour ceux qui le souhaitent, on vous propose un petit sondage pour détailler
en détail quelques points. Là, on est resté très général sur l'installation à son poste de travail, mais on vous propose, si vous le souhaitez, donc d'approfondir des éléments sur la sédentarité, avec notamment des exercices d'étirement qui sont proposés, et en quoi ça peut être un inconvénient pour le travail pour le travail assis, pardon. Il y a également travailler debout, les assises atypiques, avec un exemple concernant la Swiss Ball, l'utilisation de la tablette, si c'est un équipement que vous utilisez pour travailler, on aura un bref petit point là-dessus, le repose-poignet, les souris ergonomiques, le flex office et enfin la lumière bleue. Donc, je vous laisse quelques instants pour que vous puissiez répondre, parce que voilà, vous êtes maintenant 300 derrière votre écran à suivre notre webinaire. Donc déjà, on vous en remercie. Et donc, du coup, voilà, ça prend forcément un petit peu plus de temps pour qu'on ait la finalisation et le résultat de ce sondage. Alors, je vois des personnes qui répondent sur Converser, ou sur le chat. Merci à vous de plutôt cliquer sur la fenêtre qui a dû s'ouvrir sur votre écran. Alors, parmi tous ces thèmes qui vous sont proposés, donc on n'aura pas dans l'heure impartie le temps de tout détailler, donc on va se concentrer plutôt sur 2-3 thèmes en fonction du temps qui nous reste. Mais je regarde, on a un tout petit quart d'heure. Ah, rien ne s'ouvre, pas de fenêtre. Ah, donc là on a peut-être un petit problème technique pour certains qui n'arrivent pas à avoir. Ah mince. Oui, certaines personnes qui… Bon, on voit qu'il y a beaucoup de lumière bleue a priori. Alors, je ne sais pas si le sondage est fini. Peut-être que pour ceux qui n'arrivent pas Oui. à ouvrir de fenêtre, vous pouvez répondre rapidement sur Converser. On va regarder. Alors, donc… A priori, donc oui, la personne qui a répondu les étirements sur le chat sera contente. Donc la sédentarité fait partie d'un des thèmes qui va être détaillé. Donc Julia va reprendre la parole à ce moment-là, ainsi que la lumière bleue a priori. Voilà, donc je laisse la parole. Je te laisse la parole, Julia, pour détailler la sédentarité. Merci. Donc oui, la sédentarité, on en a parlé tout au long de cette présentation, mais c'est vrai que le travail sur écran, déjà de manière non télétravail intensive, c'est quand même une activité très statique où on est assis sur des durées, des périodes prolongées, et donc c'est pas ce qui est le meilleur pour le corps. Donc là, avec le télétravail, on a en plus peut-être l'absence de trajet en transport ou peut-être qu'on avait l'habitude d'aller en vélo. Enfin, en tout cas, on a moins de sollicitation physique. Et donc, la chose à avoir en tête, c'est qu'il va falloir essayer de trouver des moments dans la journée pour bouger et marcher de manière régulière, alors que ce soit justement, comme je disais, au niveau des appels qu'on va essayer de passer en marchant, en tout cas pour certains cas. Peut-être ce que disait, je crois que c'était Sarah, sur les hauteurs, enfin le plan de travail qu'on pouvait choisir, et donc d'avoir de temps en temps, d'alterner avec une position debout pour certaines tâches. Et puis, ce sera aussi, en termes d'organisation, le soir, après le travail ou pendant la pause déjeuner, d'aller marcher un petit peu. On va essayer aussi de changer régulièrement de posture, et on peut également, pendant les petites pauses, en fait, souvent, on va privilégier de faire des petites pauses toutes les heures, des pauses courtes, mais qui vont permettre de s'étirer et donc d'activer les différentes zones du corps. On va vous donner des exercices d'étirement. Je ne vais pas toutes les détailler, mais par contre, comme il sera… vous aurez le PowerPoint après la présentation, vous pourrez toutes les retrouver et les essayer. Petit point juste de vigilance, si vous avez des problèmes de santé,
consultez d'abord votre médecin ou votre kiné pour être sûr que ces étirements-là sont adaptés à votre santé. L'idée, ce n'est pas de se faire mal avec des étirements, c'est vraiment normalement que du plus, donc attention, petit point de vigilance. Alors, par exemple, pour le coup, l'idée, ça va être de tourner la tête vers la gauche, tourner la tête vers la droite, ça sur des 3-4 secondes à chaque position. Idem, on va essayer de mettre un peu de pencher le cou, le pencher vers la gauche, de le pencher vers la droite. L'idée, ça va être, comme on a sollicité le cou que d'une façon, ça peut permettre d'étirer un peu cette zone-là. Ensuite, on doit avoir sur la slide suivante des petits exercices pour le dos. Alors, l'exercice qui va consister à aller chercher le plafond et donc d'aller tirer toute la colonne vertébrale. Ça, c'est un exercice qui permet de vraiment retravailler la posture. À l'inverse, on voit sur les petites photos, c'est un exercice qui va se faire assis pour aller chercher à étirer d'une autre façon le dos en allant vers le bas, vers le sol. Donc ça, c'est quelques petits exercices pour le dos. Ensuite, vous avez aussi les épaules que vous pouvez remobiliser en avant, en arrière, plusieurs fois, et ça de manière régulière toute la journée pour retravailler la position. On doit avoir sur la slide d'après, je crois aussi des exercices pour les petits poignets qu'on sollicite énormément avec le clavier et la souris, mais de manière sans s'en rendre compte. Donc là, c'est pareil, on va pouvoir étirer les articulations, les jambes également. Donc, en tout cas, ça vous donne des petites idées. Vous pouvez les greffer tout au long de votre journée, faire quelques étirements le matin, quelques étirements l'après-midi, pas tous. Ceux que vous sentez que ça vous fait vraiment du bien. À vous après de vous approprier ces éléments, mais ça va être aussi vraiment de bouger et de créer un peu de mouvement dans votre journée. Voilà pour la sédentarité. Alors, donc le deuxième thème qui souhaitait être développé, c'est la lumière bleue. Alors, par rapport à la lumière bleue, donc déjà une première slide pour un petit peu dire d'où elle provient, cette lumière bleue. Alors, ce qu'on oublie bien souvent, c'est que la lumière bleue, elle est majoritairement émise par le soleil, par les rayons du soleil. Ensuite, elle est également émise par des sources artificielles que l'on va retrouver dans les luminaires, les rétroéclairages des écrans. Et en fait, ce qui se passe, c'est que toutes les lampes qui nous entourent, elles vont contenir du bleu, mais pas forcément donc dans les mêmes proportions. Ce qui fait qu'une lumière qui va tendre vers le jaune aura moins de contenance de bleu, alors qu'une lumière plutôt froide aura, elle, une proportion plus importante de bleu. Donc ça, pour le savoir, on se réfère généralement à ce qu'on appelle la température de couleur. Donc dans une température froide qui contient plus de bleu, on sera dans l'unité des 5000 Kelvin, alors qu'une ambiance chaude qui va tendre vers le jaune, on sera plutôt aux alentours des 2000, 3000 Kelvin. Et en fait, on appelle ça cette lumière bleue. Elle est composée de différentes longueurs d'onde. Donc, la longueur d'onde de la longueur d'onde bleu turquoise, donc elle va plutôt avoir un impact sur la régulation des rythmes biologiques et elle aura un effet positif sur notre humeur. Et l'autre longueur d'onde est celle de la longueur d'onde bleu-violet. Celle-ci, elle est considérée comme plus énergétique car plus concentrée en proportion de bleu. Alors, par rapport aux risques qui ont été étudiés concernant la lumière bleue et qui sont encore à l'étude actuellement, ce sont les effets sur la rétine et sur le rythme biologique. Pour animer ce point sur la lumière bleue, on vous a mis en référence les rapports d'études dont on s'est servi. Pour aller dans le détail, si on reprend le principal risque concernant la rétine, la lumière bleue, elle va avoir des effets physiologiques, notamment lorsque les niveaux de luminance vont être
élevé, là, ça peut entraîner des atteintes au niveau de la rétine. Et les études démontreraient que l'exposition à la lumière bleue pourrait être un des facteurs à l'origine de certaines pathologies, comme la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Mais je rappelle bien le niveau en gras, là, c'est le niveau de luminance élevé. Et nous, c'est vrai que dans le quotidien, on est plutôt exposé à des LED présentes en rétroéclairage dans les écrans d'ordinateur, de tablettes ou de téléphone. Et eux, ce sont des luminances dans ces équipements-là, ce sont des luminances très faibles. Et les données scientifiques actuelles disent que ça ne représenterait pas de risque pour la rétine. Et que même la Société française d'ophtalmologie émet que la lumière des écrans LED serait inoffensive dans la vie quotidienne. Ensuite, l'autre effet de la lumière bleue, c'est sur le rythme biologique. Alors, autant pour la rétine, c'est une exposition à une luminance très élevée qui va avoir un impact sur la rétine. Pour le rythme biologique, c'est une exposition à des niveaux très faibles. Donc notamment le soir ou la nuit, ça va perturber le rythme biologique et donc le sommeil. Donc en termes de retard d'endormissement et la durée, la qualité du sommeil. Donc là, de quoi on parle quand on parle de luminance faible? Par exemple, les rétroéclairages, on va être sur des unités de mesure qui sont les lux. Et là, on voit qu'avec l'horloge biologique, elle va être sensible à des très faibles taux, entre 30 et 100 lux. Ça va venir inhiber la sécrétion de mélatonine. Ça va de là avoir un impact sur soit notre heure d'endormissement ou la qualité de notre sommeil. Ce qui fait que l'exposition aux écrans de ce type, on va la déconseiller en fin de journée pour éviter l'impact sur l'horloge biologique. En revanche, une exposition aux écrans en début de journée va être plutôt stimulante et va favoriser la vigilance et l'éveil. Alors actuellement, on se pose aussi des questions sur les moyens de prévention. Et il a été étudié que ces moyens de protection comme les verres traités, les lunettes de protection ou les écrans spécifiques présenteraient une efficacité très variable selon les utilisateurs. Donc, ce qui fait que, par conséquent, ce n'est pas forcément un équipement que l'on va généraliser, conseiller à tout le monde. Il s'avère que pour certains, ça va avoir un effet positif, ils vont ressentir une fatigue visuelle moins importante, et pour d'autres, ça n'aura aucun impact. Et il s'avère également que l'impact sur les rythmes circadiens, le rythme biologique, n'est également pas prouvé. Ce qu'il est admis, par contre, c'est de limiter au maximum l'exposition le soir, avant le coucher et pendant la nuit, et notamment pour les enfants qui, eux, sont plus sensibles à cette lumière bleue. Donc voilà ce que je pouvais vous apporter comme élément concernant la lumière bleue. Donc n'hésitez pas à vous référer sur les sources qu'on vous a transmises si vous avez plus de questions après quand vous aurez le support. Alors il y a un dernier point, pour ceux qui souhaitent rester encore en ligne, on va aborder un dernier point sur les assises atypiques. Et là, voilà, les assises atypiques. Donc, alors oui, en effet, beaucoup de personnes avaient répondu pendant le sondage qui a souhaité voir ce point abordé. Donc, il nous reste une minute. Donc, du coup, on va essayer de faire vite. Alors, concrètement, effectivement, on l'a dit et répété, rester dans une posture statique, c'est pas bon. Donc, bouger pendant sa journée, c'est nécessaire, et pour satisfaire ce besoin, évidemment qu'on est tenté d'alterner les positions, et c'est plutôt une bonne pratique. Maintenant, quel repère pour pouvoir bouger, tout simplement pour que cela soit bénéfique? Effectivement, le fait de changer de posture doit être ponctuel et réalisé de manière fractionnée. Donc, quelle que soit la posture finalement choisie, que ce soit sur un Swiss ball, si vraiment vous y
donner, hein. Les sièges à 6 genoux, du coup, on en a parlé. Je pense que pour le coup, on est plutôt d'accord entre nous, ergonomes du service efficience, que c'est plutôt très sollicitant pour les membres inférieurs et le dos et qu'en plus, on ne peut pas appliquer toutes les recommandations qu'on a données durant cette présentation. Ensuite, travailler debout, on en a parlé, ça peut être bien, mais quelle que soit la posture adoptée, il faut que ce soit fait de manière ponctuelle ou fractionnée. Et du coup, ça nécessite d'avoir soit une chaise adaptée, soit un siège ergonomique correctement réglé pour pouvoir alterner les postures atypiques et standards, mais dans la posture de référence. Ça nécessite aussi du coup de vérifier qu'on a suffisamment d'espace pour accueillir notre Swiss Ball éventuel, notre siège un peu atypique et notre siège ou chaise standard. Ensuite, il faut veiller à utiliser du coup une assise qui va permettre d'être à bonne hauteur. Si on choisit une assise atypique, il faut qu'elle soit à bonne hauteur par rapport au plan de travail et de préférence avec un maintien pour le dos. Et dans l'idéal, disposer du matériel adapté, donc plan de travail haut ou réglable en hauteur, repose avant-bras, plateforme mobile pour optimiser le changement de posture. Alors, il est 11h01, donc je ne vais pas forcément développer la partie Swiss Ball, mais de toute façon, ne vous inquiétez pas. Vous aurez le support, comme on vous l'a dit, qui vous sera transmis, enfin, qui sera mis à votre disposition sur notre site internet. Donc, vous aurez tout le détail de tous ces différents thèmes, donc pas d'inquiétude, vous aurez l'intégralité du support. Je profite juste pour vous le dire, parce que j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure quand j'ai parlé du télétravail. Vous avez aussi sur notre site internet, dès maintenant, vous pouvez consulter. On avait organisé un webinaire sur comment m'organiser en télétravail cet été. Donc, n'hésitez pas parce que vous avez le support et le webinaire qui sont à votre disposition pour avoir peut-être plus de détails sur tout ce qui va concerner le télétravail. En tous les cas, merci à vous d'avoir été si nombreux, d'avoir participé à ce webinaire. Ça a été un plaisir pour nous de l'organiser et on espère qu'il vous aura été utile. Donc voilà, je ne sais pas si c'est moi qui conclue, mais je vous le dis. Il en faut une de toute façon qui conclut. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.